Cosa Vostra. Il vaut mieux se donner les moyens de faire une vraie vague télé, quitte à ce qu'elle dure moins longtemps, mais que tu aies on va dire une espèce de répétition sur ta cible qui soit suffisamment importante pour pouvoir justement créer ce rappel. La télé, ça nous a permis de construire, enfin de vraiment de booster. On a fait des post-tests, mais de booster notre notoriété dans certains pays, un peu moins en France. Mais typiquement en Italie, quand on a fait ces campagnes télé, on a eu un énorme boost de notoriété dans ces pays-là. On l'a vu cette année sur ce marché-là. Bon, nous on n'est pas en fil rouge sur ces campagnes télé, donc Tu le maries avec d'autres opérations? On le marie avec on fait pour maximiser les touchés sur une audience. Média, voilà, okay. On fait en général, on fait de l'affichage digital et de la télé en même temps à la rentrée. Ce que tu appelles l'affichage digital, c'est digital urbain ou digital Digital urbain. Digital urbain, okay. Ouais, tout à fait. Voilà, on a fait avant que j'arrive, Jérémy aimait bien faire des bannières derrière les avions là, le long des plages. C'était son grand truc de faire ça. Est-ce que ça marche? Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour Enfin, je ne vous reçois pas, je vous accueille pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis heureux aujourd'hui de recevoir Romain Coirot, qui est le CEO, le DG de LaLaLab. Salut Romain, ça va? Très bien, merci. Salut Laurent. LaLaLab, comment est-ce qu'on définit LaLaLab? Alors, LaLaLab, nous on se définit comme une application d'impression photo. Application mobile d'impression photo, et on permet à tout le monde d'imprimer un petit peu toutes ces photos qu'on a au fin fond de notre téléphone et de les transformer en produits photos, produits personnalisés, des livres photos, des magnettes, des tirages. Voilà, et puis surtout partager ces produits après avec ses proches. Super, tu nous en diras plus dans une seconde. Tu es donc le CEO de LaLaLab, mais tu n'es pas le fondateur. Le fondateur, c'était entre autres Jérémy Charrois. C'est ça, trois cofondateurs, Jérémy Charrois, Julien Falto, Julien Filbert. Okay. Ils ont fondé LaLaLab en 2012, je crois. En 2012, toi tu es arrivé en 2017. Fin 2017, oui. Ok. Donc il y a à peu près 3 ans. Je vous invite d'ailleurs à écouter un excellent épisode de Génération Do It Yourself, l'épisode numéro 141 avec Jérémy Charrois, du coup le cofondateur, qui nous explique le lancement, mais on y reviendra et tu nous dresseras un peu le portrait de la société. Aujourd'hui, c'est une belle boîte qui fait 25 millions de CA, presque 2 fois plus que le niveau auquel tu l'as trouvé, on va dire, au moment où tu es arrivé. Il y avait à l'époque 13 employés, vous êtes presque 50 maintenant. Une très belle croissance avec des enjeux qui sont intéressants. On va sortir un tout petit peu du cadre du panier, puisque j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ta prise de fonction en tant que DG, qui est un poste que tu occupes pour la première fois dans ta carrière, même si tu as eu de belles responsabilités dans le passé. J'aimerais qu'on parle aussi un peu du marché. J'ai reçu quelques acteurs ici, je pense récemment par exemple à Cyril Valta, qui est le fondateur de Petit Cube, qui fait des cadeaux personnalisé, mais c'est un secteur que une verticale que j'ai encore peu abordé, donc je serais heureux que tu nous en parles. Les insights marché, la concurrence, les différents modèles qui existent. Ton enjeu, toi, depuis la reprise ton arrivée en tout cas à ce poste en termes de croissance, d'équipe, de collaboration avec l'actionnaire et puis d'évolution produit. On parlera justement de cette offre produit et des ventes. Tu m'as dit à l'instant que vous étiez présent dans plus de 70 pays, c'est ça? On livre vous vous livrez dans 70 pays. On livre dans plus de 70 pays. Après, on va dire qu'on fait 70% de notre chiffre d'affaires en Europe.
On va dire quasiment 65% de notre chiffre dans 3 pays, en France, en Allemagne et en Italie. Excellent. Ouais. On parlera de la distribution, du mobile, puisque c'est quand même crucial pour vous. Et on prendra à la fin de cet épisode un peu de hauteur pour aborder ta prise de poste et les enjeux en tant que DG. C'est ce que je disais, ce poste que tu occupes pour la première fois. Bienvenue, Romain. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Tu peux nous dresser le portrait de La La Lab ? Ouais, La La Lab, c'est une très belle success story, cette boîte, puisque ils ont vraiment disrupté un marché de l'impression photo qui est, on en parlait, mais qui est un énorme marché. C'est un marché qui pèse, je crois, un peu plus de 3 milliards d'euros en Europe de l'Ouest. 3,4, tu vas dire. 3 milliards. 3 et 4, je pense que ça fait 3,3, 3,4 milliards d'euros quand tu prends après les différentes catégories produits, mais c'est un marché qui est segmenté donc par les tirages, par les livres photos et après par tout ce qui est la catégorie déco, on va dire. Je pense que 40% du marché, c'est des tirages. Et puis après, tu as 30% du marché qui sont sur les livres photos et le reste sur toute la catégorie déco. Mais pour revenir à La Lab, oui, c'est une boîte qui a disrupté son marché, puisque quand ils sont lancés en 2012, tu avais les gros acteurs historiques de ce qu'on appelle le Web to Home. Donc les acteurs typiquement comme Photobox, CV, PhotoWeb, qui avaient qui s'étaient lancés sur, on va dire, sur le web, mais qui n'avaient pas du tout encore lancé d'offres sur mobile. Et donc La Lab a été un des premiers à se lancer, à développer une app pour pouvoir du coup imprimer les photos. C'était vraiment le début des smartphones avec des caméras qui devenaient qualitatives en fait. De plus en plus quali, exactement. Les gens ont commencé à changer leurs habitudes, leurs usages en termes de prise de photos et passer d'appareils numériques à justement à leur appareil photo sur leur smartphone. Et voilà, c'est comme ça qu'ils se sont lancés. Ils ont très rapidement pénétré plusieurs marchés européens. C'était vraiment, ils ont été très forts dans leur capacité à faire du growth de manière générale, mais c'était une époque où tu n'avais pas de plugin pour plugger différents outils qui te permettent d'automatiser un petit peu tout ce que tu fais. Donc ils avaient réussi à faire pas mal de choses in-house en interne, et notamment je pense c'était une époque où tu pouvais peut-être pas encore, enfin t'avais pas les PSP, les plateformes de paiement type Adyen, Checkout et compagnie, et ils avaient Payment réussi... Service Provider, exactement, et ils avaient réussi eux à se plugger sur l'API d'Adyen et à proposer justement des currencies en pound, en dollars, et du coup à se développer très rapidement à l'international. Donc c'est une vraie belle success story. Pendant des années, ils avaient pris le parti de rester assez discret sur cette success story avant de se faire racheter. Mais voilà, aujourd'hui La Lab, c'est plus de 12 millions de téléchargements. Worldwide. Et dans le monde entier, pardon pour les anglicismes. et puis souvent les gens se disent mais ça me dit quelque chose, La Lab, et puis ils se rendent compte qu'ils l'ont sur leur téléphone. Mais surtout que le branding est assez particulier et reconnaissable. On le retrouve quand on le voit, on se dit ah oui, La Lab quoi. Oui, il y a un nom qu'on n'oublie pas, qui est assez original, et puis après il y a toute notre identité visuelle. On a une couleur très forte, le rose, qu'on utilise depuis des années. Alors, il faut savoir que notre cœur de cible, c'est les femmes. Donc, c'est aussi, ils avaient petit à petit, ils avaient réussi à ajuster, à trouver les bons personas, et en tout cas, c'est sûr que La Lab, c'est quelque chose, c'est un nom qu'on n'oublie pas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te... Donc une belle croissance, 12 millions de téléchargements, ça c'est aujourd'hui ? Ça c'est aujourd'hui, ouais. Okay. 2012 à 2017, au moment où c'est racheté par le groupe Clairefontaine, ouais, qui veut ça fait partie d'une stratégie de digitalisation.
Tout à fait. Clairefontaine qui avait entamé donc Samu Digital, qui avait racheté une autre boîte dans le web qui s'appelle PhotoWeb, donc racheté il y a plus d'une dizaine d'années, avec donc un métier connexe, puisque Clairefontaine est on va dire dans le métier du papier, de la personnalisation. Donc ça collait avec ce qu'il faisait. Et donc ils ont racheté la Lab, ils ont créé également une autre marque de toutes pièces qui s'appelle Pix, qui est également une application mobile pour imprimer des photos sur un modèle freemium, donc où tu as un certain nombre de tirages gratuits et où tu payes un petit supplément quand tu veux des tirages en plus, quand tu veux des bordures blanches, quand tu veux une livraison un peu plus rapide. Et ils ont également, Clairefontaine a également, on a Feezer qui a rejoint le groupe, qui est une application pour faire des cartes postales personnalisées. Donc un groupe qui se digitalise, vous êtes rattaché directement à Clairefontaine? On est rattaché tout à fait directement à Clairefontaine. D'accord. Est-ce que tu peux nous dépeindre alors à ton arrivée fin 2017, début 2018 et ensuite on fera une avance rapide aujourd'hui, mais le marché tel que tu l'as trouvé quand tu es arrivé? Toi tu viens donc tu as été directeur marketing dans le passé, le CAB, les Furets. Déjà comment s'est fait comment est-ce que toi t'es arrivé sur ce poste? Écoute, c'est assez marrant. Je me suis fait chasser par un cabinet de chasse et je me souviens à l'époque, c'était marrant parce que la personne qui m'avait trouvé avait pris un cab donc à l'époque, et le chauffeur lui avait dit plein de belles choses sur la boîte et sur le marketing chez le cab, et c'est comme ça que je m'étais retrouvé à parler à Jérémy. Et donc voilà, j'étais déjà dans le mobile donc depuis quelques années, et puis en plus il se trouve que je faisais un petit peu de photos à titre perso, donc il y avait un bon match au départ entre la Lab et moi, et puis on s'est bien entendu avec Jérémy. Donc voilà, ça faisait du sens. Il cherchait quelqu'un au départ pour essentiellement, on va dire, redynamiser toute la partie marketing. Et voilà, je connaissais assez bien ce qu'il faisait en termes d'acquise, en termes de user acquisition. Donc il a fallu, en fait, moi tout l'enjeu ça a été d'être un petit peu dans la continuité de tous ces succès qu'ils avaient connus. Donc continuer à délivrer sur des belles métriques et continuer à délivrer un BP pour nos actionnaires, et à la fois tout renouveler, tout repenser d'une certaine façon, puisque ils avaient réussi à on va dire à faire c'est pas du bricolage, j'aime pas ce mot-là, parce que c'était des choses qui étaient extraordinaires, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, mais on était arrivé quand même à un certain plateau, on va dire un certain plateau de verre, et il fallait justement mettre en place des outils, des process un peu plus robustes pour pouvoir passer un autre cap. Donc voilà, continuer à délivrer sur un BP et développer des nouvelles choses, revoir un petit peu la façon dont sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel, d'arriver souvent par le prix, non? Mais justement, ce marché, il est comment quand tu arrives? Ouais, alors c'est encore une fois un marché qui est essentiellement web to home, donc avec des gros acteurs du web en France et en Europe de l'Ouest, et puis quelques players sur le mobile. Donc avec nous un concurrent direct, on va dire, sur généraliste comme nous, donc multi-produits comme la Lab, et puis un autre concurrent sur un modèle freemium, Freeprint, donc qui s'est beaucoup développé en Europe, très très fort dans certains pays européens. Freemium, ça veut dire que c'est un modèle sur lequel tu as des impressions gratuites et tu payes des options. Exactement. Okay. Et on a justement développé un concurrent à Freeprint, donc qui s'appelle Pix, au sein du groupe. Sur lequel travailler, si je ne veux pas dire de bêtises, mais Axel. Exactement. Axel Boutors, que je remercie parce qu'il a permis, alors Boutors, je ne sais pas si on prononce le S, mais Axel Boutors, qui a travaillé sur ce sujet Pix, et c'est lui qui a permis cette rencontre. Donc merci beaucoup Axel, j'ai oublié de mentionner en intro. Axel qui est parti maintenant pour travailler sur un projet de
on va dire de e-shop et d'influence. Projet perso dans l'influence, tout à fait. Ouais. Donc vous avez développé Pix pour concurrencer un peu ce modèle freemium. C'est un modèle qui marche. C'est un modèle qui marche que sur le volume. C'est un modèle qui marche essentiellement sur le volume avec des toutes petites marges. Après, c'est un modèle qui s'est démocratisé. Beaucoup de personnes rentrent sur l'impression photo via ces applications. Et du coup, toute la valeur ajoutée des marques comme Lalalab, c'est de proposer justement des produits différenciants, une expérience utilisateur qui va plus loin que, on va dire, que de l'impression purement fonctionnelle. Donc c'est là qu'on essaie de créer une véritable expérience de marque, que l'unboxing est clé aussi. Quand tu reçois tes produits, il faut laisser une impression très forte. Mais comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est un marché qui est drivé essentiellement par le prix, par la promotion aussi. Alors, si on faisait un spider map de ce qui oriente les choix de vos personas ou d'un utilisateur sur le marché, le prix, l'expérience, j'imagine l'originalité de ce que tu peux... Je pense à des acteurs, il y a un acteur israélien qui s'est lancé il y a pas longtemps, Mixstyle, si je dis pas de bêtises, je sais plus, mais bref, qui propose des formats un peu nouveaux. J'ai vu un acteur qui faisait des flipbooks. Qu'est-ce qui oriente le choix d'un consommateur sur ce marché? Je pense que tu as quelques acteurs, tu viens de parler de Mixstyle, mais qui sont des acteurs monoproduits, donc tu viens chez eux... pour un produit spécifique, je mettrais un petit peu, alors même si c'est différent, mais je mettrais Petit Cube, même si on est plus largement dans le cadeau, mais tu es très fort sur un produit. Feezer aussi, au départ, avant de se diversifier. Maintenant, Feezer fait beaucoup plus de choses que de la carte postale. Mais FI2ZER qui a rejoint. FI2ZER. Donc, tu as des spécialistes produits. Et puis après, tu as des généralistes comme Lalalab. Et puis surtout, après, tu as la grosse différence, c'est quand même le support. Mais on va dire que tu as deux typologies d'utilisateurs, mais sur le web to home, donc les gros acteurs du web, on va dire 50-55% de leur chiffre d'affaires sont les livres photos. Donc avec en termes d'usage, des gens qui mettent plusieurs heures voire plusieurs jours à créer leurs produits. Il y a même des validations de conjoints et ce genre de choses à réaliser. J'y suis passé, c'était... Tout à fait. Et puis nous, t'as quand même sur le mobile, c'est une autre typologie. Tu es beaucoup plus dans la spontanéité, dans la rapidité. Tu peux créer des produits très facilement, très rapidement. Donc, les livres que tu vas créer sur Lalalab, ça va être des produits plus simples, avec moins d'options, mais qui vont rester quand même des produits, en termes de produits physiques très qualitatifs, mais en tout cas, tu vas pouvoir les faire, et encore plus aujourd'hui, voilà, avec la 4G, la 5G, tu peux créer des albums photos qui sont d'excellente qualité, mais tu dois adapter, on doit adapter, on va dire, les contraintes du mobile ou les usages du mobile. On peut pas reproduire les codes du web, c'est-à-dire quand tu fais un livre sur le web, tu as 250 000 options de couverture, 10 typos différentes. Tu es obligé, tu es dans un parcours client où tu dois... la conversion est très importante puisque tu es dans une logique, on va dire aussi, parfois de temps en temps de mouvement, hein, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux perdre les gens plus facilement sur un mobile que sur un desktop quand tu es assis chez toi et que tu fais ton lit photo. Donc on doit ajuster justement avec ces contraintes-là. J'ai jamais essayé, j'avoue. Avant la naissance de ma première fille, je me suis motivé à imprimer tous nos livres photos, des livres photos de tous nos voyages. On a fait des beaux voyages avant. C'était une expérience, donc on était en 2014, donc tu vois, ça date quand même un peu. C'était pas évident, j'imagine pas du tout comment tu peux adapter ça au mobile. C'est vrai que ça doit être un enjeu en termes d'UX. C'est là que la force, la force des gars qui ont monté la lab, c'est qu'ils ont tout pensé, la journée, le parcours était pensé mobile, était fait par des gars du mobile. Et du coup, c'est une expérience qui est totalement différente. D'ailleurs, on l'a vu chez nos cousins de PhotoWeb qui ont essayé de développer leur application mobile. Aujourd'hui, c'est Lalalab, c'est nous qui allons développer cette application. Pour PhotoWeb. Pour PhotoWeb, tout à fait. C'est intéressant ça. Donc il y a de la collaboration au sein du groupe. Vous êtes pas, de toute façon, il faut travailler ensemble évidemment. Voilà, on est dans des logiques de synergie, tout à fait. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment des usages totalement différents et effectivement, on doit à la fois adapter nos parcours.
les parcours de création, mais également adapter nos produits. Il y a 2 ans, on a lancé un produit qui a un best-seller qui a explosé, qu'on appelle le mini-book, mais qui est un petit livre d'une vingtaine de pages. À la base, tu peux aller jusqu'à 50, je crois, un peu plus de 50 pages, mais en tout cas, avec un format très simple, une photo par page, et c'est un livre que tu peux créer en quelques minutes. C'est un livre que tu peux, les gens s'en servent en termes de souvenirs pour se créer des souvenirs pour eux et pour le partager avec leurs proches, mais aussi en termes de cadeaux. C'est un super cadeau. C'est un livre qui est à moins de 15 euros. Ça vaut, je crois, 12,90. Enfin, c'est un produit qui a explosé sur le mobile parce qu'on avait réussi à adapter justement les codes du mobile dans notre secteur. C'est intéressant parce que il y a une notion de positionnement ou de prisme. Est-ce que tu es une boîte qui fait de la photo ou est-ce que tu es une boîte technique? Tu vois, un parfait mélange des deux certainement, mais ouais, alors on n'est pas une boîte tech. Enfin, même quand on n'a pas des énormes équipes tech. On est en train de les renforcer et on doit justement on doit accélérer sur cette partie-là. On s'est un petit peu, on va dire, pas reposé sur nos lauriers, mais sur nos acquis. Mais c'est vrai qu'on a essentiellement fait du redesign, lancé des belles features cette dernière année, en 2020. Mais on doit accélérer sur la partie tech. On n'est pas une boîte tech, on est je dirais qu'on doit apporter une expérience, une bonne expérience dans un business qui est extrêmement morcelé, extrêmement divisé, puisque quand tu penses à l'expérience LaLaLab, t'as ton expérience in-app. Il peut se passer plein de choses, mais bon voilà, faire un lit photo dans une application, ça prend du temps, donc il faut que ton appli elle soit stable. Après, il y a tout ce qui se passe derrière, on va dire en back-office, pour transmettre tous tes produits, et t'as des produits d'une certaine taille, hein, t'envoies des photos, donc ça commence à peser. Mais surtout avec les téléphones aujourd'hui, les photos qui passent 15 mégas. Exactement, donc t'as des enjeux techniques assez importants sur la transmission des photos au labo, donc t'as toute cette partie-là, partie transmission, réception des commandes, t'as toute la partie prod, il peut se passer plein de choses dans un labo photo. Ensuite, t'as le shipping. Là, pareil, en période Covid, c'est quelque chose qui devient un enjeu aussi important, hein, pour respecter les délais de livraison. Donc, il s'est passé tout ça. Après, tu as ton expérience produit quand tu reçois ton produit. Donc voilà, c'est un business très morcelé et nous, l'enjeu, c'est d'être bon sur un peu tous les touchpoints à tous ces moments-là, bon, comme beaucoup de boîtes, mais et c'est ça qu'on a toujours su très bien faire. Et même, on va dire, même en post-achat ou quand tu as eu des problèmes, en fait, très tôt dans les équipes LaLaLab, on a monté un service client ultra performant. Enfin, ça a été dans les enjeux organisationnels de la boîte. Le service client a toujours été au centre de user-centric dès le début. User-centric pour recueillir des avis, pour remonter les choses, pour justement itérer aussi. Ça a été, ils avaient mis des boucles d'automation après une première commande. Si tu notais entre 1, 2 ou 3, ta commande t'était rappelée, ça crée un ticket au service client. Et on arrivait à itérer, à comprendre, à donner à apporter des améliorations à nos produits. Donc voilà, il faut être bon sur toute la chaîne, et surtout encore plus de ça, enfin au-delà de tout ça, il faut être bon dans les moments de pic. Donc t'as il y a une saisonnalité sur le marché. Grosse saisonnalité, ouais. Les calendriers pour mamie à Noël. Ouais, non mais c'est ça. La grosse période pour nous, c'est effectivement la période de fin d'année, les fêtes, où là du coup t'es sur un usage cadeau, beaucoup de cadeaux. Après, tu as les autres gros marronniers tout au long de l'année, Saint-Valentin, fête des mères. Mais on a aussi une autre grosse période qui est le retour des vacances, la rentrée. Retour des vacances d'été, où là, les gens impriment plus sur du souvenir, leur souvenir de vacances. Donc voilà, après, tu as des produits aussi avec une forte saisonnalité, mais les calendriers, par exemple, novembre-décembre, c'est un produit qui va se vendre essentiellement sur 2 mois, mais avec lequel on va faire... Du coup, avec pas mal d'élasticité dans ta plateforme technique, j'imagine, pour pouvoir accueillir ces pics de charge. Tout à fait, ouais. Il faut...
il faut en termes de tuyauterie, de serveur, tout ce qui se passe côté serveur, il faut être capable de pas prendre de retard. Donc quand tu as des pics de commandes, il faut pas prendre de retard dans la transmission de tes commandes. Après, sur toute la partie prod, c'est pareil, parce que les labos photos, ils sont en fin d'année, ils sont aussi complètement sous l'eau parce qu'il y a les commandes un petit peu de tout le monde à remplir. Et puis cette année aussi sur la partie prestataire de livraison, les tensions sont fortes. Les shippers, les tensions étaient très fortes cette année. Okay. J'imagine qu'il y a question technique, mais il y a plusieurs sujets qui me viennent. Déjà une gestion de cache relativement importante parce que tu t'uploades pas, à mon avis, enfin je pose la question d'ailleurs, t'uploades la photo de 15 mégas dès le départ ou d'abord une version allégée, disons, pour faire tes placements quand tu fais un livre photo par exemple? Alors la photo elle est uploadée au moment, à la toute fin, juste au moment de la commande. Donc je travaille sur une version allégée, c'est ça? Je travaille sur des tums, exactement. Okay. Je travaille sur des versions allégées et puis à la fin, enfin juste avant le paiement, on fait l'upload de tes photos. Et donc il y a un gros enjeu technique aussi à ce moment-là, mais ça, enfin, à pas perdre l'utilisateur, surtout sur un mobile où il peut changer d'app, tu travailles en tâche de fond. Sur l'upload. Ouais, ça travaille. Alors ça travaille pas dans le mobile. Tout ça se passe sur la partie back, on va dire. Mais sur la partie upload, on va dire qu'on a toujours été. C'est un point de friction qu'on a toujours su gérer, plutôt bien gérer. Mais effectivement, quand tu as des périodes de forte activité, de tension, tu peux avoir effectivement une vitesse d'upload qui diminue. Tu peux perdre des gens, ça nous est arrivé. Mais dans l'ensemble, sur cette partie-là, on a toujours su s'adapter. Mais après, c'est tout ce qui se passe derrière. Voilà, tu peux prendre des retards aussi quand tu transmets tes commandes au labo, mais il y a effectivement un gros enjeu technique pour pouvoir gérer toutes ces photos. Il y a un autre sujet que je trouve intéressant, c'est que dans le passé, tu avais des photos sur un disque dur, qui soit ton PC ou ton téléphone, que tu uploadais sur le site où tu vas faire tes impressions. Aujourd'hui, on est dans un monde d'API où tes photos, elles vont venir peut-être d'un peu de Google Photos, un peu Apple Photos, peut-être du Facebook, un peu d'Instagram. Et c'est des API en plus qui changent régulièrement, avec des droits qui changent régulièrement. J'imagine que ça doit être un... c'est effectivement, on a plusieurs sources aujourd'hui de photos. Donc après, je crois qu'à plus de 95%, les gens choisissent les photos de leur téléphone. Mais effectivement, on propose Instagram, on propose Facebook, on propose Google Photos, on propose Dropbox. Et effectivement, il faut se mettre à jour avec ces API. De temps en temps, ça nous arrive d'avoir des sources, des connexions qui tombent. Heureusement que ça représente une petite portion des demandes utilisateurs. J'aurais pas imaginé ça. Tu as dit 95% environ, peut-être? Ouais, même plus que ça. Qui viennent du téléphone en direct. Ouais, les gens choisissent en très grosse majorité les photos de leur téléphone. Ok, j'aurais imaginé... Alors moi, justement, elles sont plus vraiment sur mon téléphone. Non, mais souvent, en fait, je fais des ouais. Ok, pardon, je réfléchis à haute voix, mais j'utilise Google Photos, je suis sur Android, et qui fait une sélection automatique, qui améliore certaines photos, qui fait des albums automatiques. Et en fait, à chaque fois que j'imprime des photos, je me retrouve à aller finalement les choisir dans Google Photos. Manuellement. J'aurais imaginé être plus représentatif que ça, en fait, que les 80%. Non, c'est la grande majorité des use cases, c'est ça. Et après, tout l'enjeu des 5-10 prochaines années, c'est justement d'aider les utilisateurs à faire le tri et la sélection de leurs photos, puisqu'on en a maintenant de plus en plus. On en prend de plus en plus. On prend de plus en plus. Donc, toute l'IA... alors, Google Photos, Apple Photos le font, commencent à très bien le faire. Commencent à te proposer des choses un peu ordonnées, un peu classées. Mais demain, effectivement, les acteurs qui arriveront, notamment... je pense sur les acteurs du Web to Home, mais qui font pour les acteurs où il y a beaucoup de livres photos, les acteurs qui permettront d'accompagner les utilisateurs dans la création de leurs livres auront un peu d'avance. Aujourd'hui, les gens, je pense que les gens créent leur album en amont dans leur outil, on va dire dans leur outil photo, dans leur Apple Photo ou dans leur Google Photo, et puis après upload. Utiliser ok, compris.
Intéressant. Du coup, rentrons dans le détail opérationnel et business. Vous faites une petite quinzaine de millions de CA. Vous faites 25 aujourd'hui. Quels sont les leviers que tu as mis en place ou que tu as récupéré et optimisé pour arriver à générer une telle croissance qui est une belle croissance en l'espace de 3 ans? Ouais. Alors, les différents leviers, déjà, tout ce qui est nouveauté produit, constamment lancer des nouveaux produits, c'est hyper important pour animer ta base et pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, on a eu la success story du mini-book. Mais on a lancé donc ce livre-là. En 2020, on a lancé un nouveau format de livre en 21, enfin ce qu'on appelle un 21-21, mais c'est un livre carré à couverture souple. Donc on étoffe pas mal la catégorie livre photo, puisqu'on sait que c'est un des gros enjeux, encore une fois, c'est sur cette catégorie-là que les paniers moyens sont les plus élevés. Et que l'enjeu, c'est de transformer ces utilisateurs qui passent par des sites internet, de pouvoir les ramener justement dans les apps, ces utilisateurs qui font des livres à 40, 50 euros sur les plateformes web. Comment est-ce qu'on arrive petit à petit à leur proposer autant de valeur ajoutée dans une application mobile? Donc il faut développer des nouveaux produits. On a également pas mal développé tout ce qui est box photo. Mais c'est quoi une box photo? Alors, en fait, historiquement, la Lab, au tout début, quand on s'est lancé, et ce qui a fait le succès de la Lab, c'était vraiment les formats Pola, ce qu'on appelle les formats vintage, avec le petit cadre blanc autour. Et donc, ça a été le produit phare très rapidement. Et après, j'en ai 50 sur mon frigo. Voilà. Le format Pola en mode magnet. Le format Pola, après t'as les Pola magnettes, exactement. Mais ce format Pola, donc les premières années, c'était du tirage donc en Pola, ou sinon qu'on mettait dans des box. Donc ce qu'on appelait la box, mais tu faisais une box de 20, 25, 30 photos. Et du coup, on a vachement étoffé cette catégorie des box. Donc tu as une box pour entre 1 et 30 tirages. Après, tu vas avoir une box entre 30 et 120 tirages. On a lancé l'année dernière une mini box, puisque on a également développé des formats, ce qu'on appelle des formats mini vintage, donc c'est des mini Pola. Donc il faut sans cesse se renouveler, développer des nouveautés produits. En termes de poids dans ton chiffre d'affaires, j'imagine que t'as les vaches à lait qui reviennent régulièrement, et les nouveautés produits te permettent d'attirer de nouveaux utilisateurs que tu vas ensuite driver vers des produits traditionnels. Pourquoi toujours ce besoin de nouveauté? Ouais, alors c'est plus, on va dire que c'est plus pour fidéliser nos clients et pour le repeat business que tu as besoin de nouveautés produits. Nous, les nouveaux clients, ils viennent essentiellement via les tirages. Puisque tu peux acheter... Le tirage classique, 10-15, j'en sais rien, mais le tirage classique? Alors, le tirage vintage, c'était vraiment notre vache à lait, les 10-10, enfin les Pola. Et de plus en plus, on voit les tendances changer, mais ces dernières années, ce qu'on appelle les 10-13, les 10-15, donc les formats un peu plus classiques, deviennent également des produits phares. Mais ce que je veux dire, c'est que on a un minimum de tirage, je crois, de 10-15 tirages minimum. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux tester la Lab, tu peux te faire une commande de 15-20 tirages, une commande à 10 euros. Et du coup, ça reste des produits d'appel. Pour nous, ce sont vraiment les tirages. Et justement, derrière, on essaye de les transformer, une fois qu'ils ont connu l'expérience La Lab, de les transformer sur d'autres produits, sur du poster, sur du livre photo, sur plein de choses nouvelles. Je hausse les sourcils parce que je suis en train de changer de langue sur le site, et c'est un détail technique, mais c'est un changement immédiat, comme si c'est ultra rapide. Sur le site La Lab? Ouais, alors le site, malheureusement, c'est pas notre point fort. En tout cas, ça, c'est assez tant mieux si tu as eu une bonne expérience, mais c'est vrai. De toute façon, la commande se fait que en mobile. Non, on a également la possibilité de commander sur le web. Mais par exemple, pour te donner une idée, le site aujourd'hui, je crois qu'il est traduit en 3 langues versus on a l'appli qui est traduite en 5 langues. On n'a pas tous les produits qui sont dans l'appli qui sont également sur le site. On est en train un des gros enjeux, on en parlera peut-être tout à l'heure, de 2021, mais c'est la refonte de notre site internet pour proposer une expérience qui soit vraiment ISO avec l'expérience qu'on a dans les apps. Et puis pour pouvoir éviter d'avoir une expérience déceptive
et de perdre trop de monde quand ils arrivent sur le site. Donc la logique pendant on va dire ces 6-7 dernières années, c'était quand les gens arrivaient sur le site, c'était de leur dire de télécharger l'appli. Ce qui est toujours le cas. Là, ce qui est toujours effectivement un peu le cas. Et l'idée, à partir de l'année prochaine, c'est de leur dire, de pouvoir les transformer directement en e-commerce via notre site web. Alors, je reviens sur donc cette croissance, tu dis le premier levier, c'est les produits. Il y a des produits vache à lait qui sont le print, les impressions tirage photo, tirage classique, tout à fait. Tirage classique avec cette tête de gondole qui est le Pola, c'est ça, comment vous l'appelez à l'ancienne, vintage, le tirage vintage. Voilà. Ouais. Faut plus qu'on dise Pola. Non, faut plus qu'on dise Pola. Le tirage vintage, mais la nouveauté produit hyper importante pour aller, j'imagine, chercher de nouveaux clients, mais tu disais aussi pour le repeat business, pour offrir de la nouveauté aux clients existants. Oui, c'est-à-dire que quand tu as une offre produit qui a pas trop évolué pendant pas mal de temps, par exemple, les magnettes, c'était une catégorie clé pour nous. Et on n'avait qu'un format magnette pendant quasiment 5-6 ans. Et du coup, on a mis du temps, mais on a développé des nouveaux formats et on voit que ça redynamise complètement la catégorie et la catégorie repart en croissance. Donc c'est important de se renouveler à la fois dans le produit. Sur les autres axes de croissance, il y a aussi, on va dire, tout le développement international. Mais c'est de trouver les marchés sur lesquels tu as de l'attraction. Et se développer dessus. Nous, on le fait, on a une stratégie qui est un peu, je pense, différente. Je ne sais pas si c'est différent de ce qui se fait, mais nous, c'est très orienté par nos performances d'acquisition. En fait, on a toujours eu une stratégie assez opportuniste sur les marchés sur lesquels on s'est développé. Mais en gros, comme on était hyper héroïste dans nos actions d'acquisition, on investissait là où les ROI étaient les meilleurs. Et du coup, c'est comme ça qu'on trouvait des poches de marché assez fortes. Et puis après, t'as, par exemple, pour te donner un exemple, l'Allemagne, c'est le plus gros marché d'impression photo en Europe. Mais c'était un marché qui était encore hyper traditionnel dans sa façon de consommer. C'est-à-dire que le retail, donc les gens allaient imprimer leurs photos chez ce qu'ils appellent DM, c'est des supermarchés, DM, Rossmann. Photo digitale, tu vas avec ta clé USB, ou alors tu télécharges sur le site, mais tu vas aller chercher en retail. En physique, okay. C'était un marché, on va dire, à l'ancienne, jusqu'à il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Et nous, on a vu un shift, il y a eu une bascule extrêmement rapide dans les usages. Et il y a eu... alors ça correspond un petit peu à la campagne qu'on a faite il y a 2 ans. On a fait une grosse campagne de com sur du format vidéo online, mais aussi un peu de TV. Et à partir de ce moment-là, alors on ne sait pas si c'est lié à cette campagne ou pas. En tout cas, on a vu l'Allemagne vraiment exploser sur des... Aussi, il y a des différences aussi produits assez marquées d'un marché à l'autre. Mais en tout cas... Vous, tous les produits sont disponibles dans tous les pays ? Tous les produits sont disponibles dans tous les pays, okay. Mais tu vois une différence tu as des appétences qui sont un petit peu différentes. L'Allemagne, c'est un gros marché du livre photo. Donc les livres fonctionnent très bien. En Allemagne aussi, nos mini-box, c'est les mini-box en Allemagne, c'est le best-seller absolu. Donc tu as des différences de marché, donc il faut savoir les exploiter. Les identifier, les exploiter. Alors, comment tu fais pour exploiter ou pour tester déjà un nouveau marché ? Encore une fois, on le fait. Alors, bon, il faut savoir que... Vous êtes actuellement dans 5 langues et vous livrez dans 70 pays. C'était pas le cas en 2017-2018 ? Si, ça a toujours été le cas. Okay. On a toujours livré dans plein de pays. Justement, on est en train de revoir tout ça et d'essayer de rationaliser notre offre, parce qu'il y avait des pays dans lesquels on n'était pas du tout rentable ou des pays dans lesquels il y avait énormément de retours produits ou énormément de ce qu'on appelle des RV, où on renvoyait du produit gratuitement. Donc c'est ça RV, aussi. Pour nos auditeurs, c'est un renvoi, quoi, un renvoi produit. Mais ça, on a mis aussi, on
on a mis en place une équipe data chez la Lab depuis maintenant 3 ans. On essaye justement d'avoir une vraie approche data-driven sur un petit peu toutes les décisions qu'on prend. Mais du coup, on a rationalisé. Il y a des marchés sur lesquels on n'envoie plus nos produits. Et pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour trouver les marchés, on est quand même, si tu veux, on fait la grosse majorité de notre chiffre d'affaires dans les 4-5 plus gros pays d'Europe. Donc après, on va dire le rest of the world, ça pèse 4-5% du chiffre d'affaires. Il y a des investissements volontaires où l'application est disponible. Non, l'application est disponible et les gens la téléchargent, c'est du bouche à oreille, ce genre de choses. Mais sur nos investissements marketing et sur nos efforts d'acquisition, c'est essentiellement les 5 gros pays d'Europe dont tu marchés. Mais pour mettre le curseur en termes de budget, c'est vraiment en fonction des performances d'acquisition, et c'est quelque chose qui change tout le temps. C'est quelque chose qui change d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Tu as des sources qui fonctionnent, après tu en as d'autres qui fonctionnent plus. C'est un truc qui s'arrête jamais, l'acquisition. Et du coup, là, ton insight, qu'est-ce que tu peux nous partager comme apprentissage sur cette croissance à l'international? Donc la mise en place d'une équipe data, déjà, j'ai l'impression. La mise en place d'une équipe data, alors c'était pas que pour ça, mais vraiment pour avoir le plus de données possible sur tout ce qu'on fait, et surtout accompagner les différents départements en fait. Au départ, quand on a mis en place cette approche data, c'était essentiellement des dashboards business. Puis après, on a construit des dashboards pour le marketing, puis le service client, puis le CRM. Enfin, c'est vraiment avoir des données, beaucoup de choses aussi. On a mis en place beaucoup de choses pour pouvoir être, rapidement avoir des situations en termes de rentabilité. Donc, il y a eu plein de bases à remettre en place, on va dire. Mais si je peux dire, alors, je ne sais pas si c'est sur le développement international, mais c'est plus sur la partie acquise, la partie UA de notre côté. Mais ça a beaucoup évolué ces 2-3 dernières années. Quand je suis arrivé sur le payant, on faisait, on va dire, 80% de nos investissements étaient sur les plateformes Facebook. Il a fallu beaucoup diversifier les sources d'acquisition. Voilà, alors, parce que ça change beaucoup. Voilà. Rentrons dans le sujet, c'est super. Donc tu as dit l'offre produit à revoir et à innover régulièrement pour cette croissance, l'international, et du coup l'acquisition, tout ça répond à la question comment est-ce que vous êtes passé de à peu près 15 à 25 millions de CA en 3 ans. Avant de rentrer sur l'acquise, j'ai juste une question justement sur les comportements utilisateurs. J'ai le sentiment que l'offre est un peu atomisé. J'ai l'impression de voir souvent arriver des nouveaux acteurs. Alors peut-être qu'ils appartiennent au même grand groupe, mais ça, moi en tant qu'utilisateur final, je le sais pas vraiment. Est-ce que l'utilisateur est fidèle? Ouais, il y a un gros repeat, en tout cas chez nous. D'ailleurs, je suis désolé, je repense à ça, mais sur comment est-ce qu'on est passé de 15 à 25, mais il y a toute la partie feed, évidemment. Fidélisation client. Ouais, ça c'est parce que c'est de plus en plus dur d'aller chercher de nouveaux clients. Hein. C'est un marché de plus en plus concurrentiel. Okay. Il y a beaucoup plus de monde. Du coup, il faut mettre en place il y a beaucoup de choses en termes d'automation CRM. Il faut se renouveler aussi sur les campagnes de promotion, ce que tu proposes. À tes clients existants. Okay. Allons-y. Ouais. Non, mais il y a de la conquête de newbies et puis de la conquête de newbies. Donc, restons sur la conquête. Ouais, sur la conquête, il y a un vrai levier qu'on sait maintenant très très bien maîtriser. C'est tout ce qui est l'influence marketing, qui est devenu ces dernières années à la fois sur le newbies et aussi on s'en rend compte sur la partie feed. On a des utilisateurs qui ne viennent que via des campagnes qu'ils ont vues via des influenceurs. Donc tout ce marché de l'influence, que ce soit la micro-influence ou la macro-influence, donc les gros influenceurs, les petits influenceurs, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans, qu'on a automatisé.
Avec des plateformes? Avec des plateformes pour la micro, on gère plusieurs types de plateformes où tu proposes des campagnes aux influenceurs. Tu peux nous donner le nom de ces plateformes? Je crois qu'on bosse avec une plateforme qui s'appelle Ivancy, avec Octoly, avec Influence for Brands. Ok, donc les principales. Les principales plateformes, voilà. Et du coup, ça a été. Alors, pardon, je fais une parenthèse, mais pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce genre d'outils, en fait, c'est des plateformes qui permettent de gérer de la micro-influence ou de la macro dans certains cas, mais la macro souvent se gère en direct. Enfin, les gros influenceurs. Via des agences. Ou via des agences. Ces plateformes permettent d'aller trouver sur une offre, de proposer une offre d'influence quand on est une marque et de rémunération ou de récompense d'influenceurs, et à des influenceurs de venir récupérer, enfin prendre des actions d'influence pour aller poster sur les réseaux sociaux. Donc ça permet assez facilement de gérer tout d'un coup une grande masse d'influenceurs qui ont des communautés de 500 000, 10 000, 50 000. Je sais pas où on place le curseur de la micro-influence. La micro, je crois que c'est jusqu'à... Alors il y a la nano, il y a la micro, mais nous, je crois qu'on considère que c'est la micro jusqu'à 50 000. Ok. Et puis au-delà de 50 000, ça devient de la macro. Puis après, c'est pas les mêmes modèles. Les macro-influenceurs se font rémunérer. Les micros, en général, on trouve des partenariats où on les rémunère en produits. C'est du produit gratuit. Mais puis tout ce qu'on peut mesurer, on peut mesurer l'utilisation de code promo, mais je pense que sur l'influence, il y a une énorme partie branding aussi qui est difficilement mesurable, à une autorité que ces influenceurs aident à construire pour la Lab. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a craqué assez tôt et qu'on a vraiment industrialisé. Il y a des grosses équipes. On a 4-5 personnes qui bossent que sur l'influence chez la Lab. Et là, pareil, t'as des comportements marché qui sont assez dingues. On s'est rendu compte là que par exemple en Espagne, t'avais mais une partie, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais une grosse partie de notre chiffre d'affaires global en Espagne qui provient de nos activités d'influence, mais en proportion beaucoup plus élevée que dans d'autres pays. Que dans d'autres pays, c'est intéressant ça. C'est parce que le marché est plus sensible ou parce que vous y avez mis plus d'efforts? Non, je pense c'est effort ISO et effort ISO, mais on va dire une réponse du marché beaucoup plus forte sur le marché espagnol. Un insight intéressant, chers auditeurs, le poids de l'influence en Espagne, sur le marché espagnol en tout cas. Ok. Ouais, non, clairement, ça on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses différences marché et que, en tout cas, l'influence pesait de plus en plus dans notre chiffre d'affaires. Alors après, quand tu arrives sur ces niveaux-là, après, c'est qu'est-ce que tu fais pour renouveler, qu'est-ce que tu fais pour continuer à progresser. Donc levier Newbies, influence, tu l'as dit. Vous étiez très présent sur les réseaux sociaux avant Facebook, Instagram, j'imagine. Ça, c'est toujours le cas? Ça a toujours été le cas. On a une grosse communauté. Alors plus que la taille de la communauté, c'est nos taux d'engagement qu'on regarde. Mais je crois que sur Instagram, on a un peu moins de 400 000 fans sur Insta. Sur Facebook, c'est plusieurs centaines de milliers également. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir... même en ayant ces communautés qui grandissent et qui grandissent fortement ces dernières années, on a changé de ligne éditoriale d'ailleurs sur Instagram. On a eu une petite période où c'était on essayait de se trouver un petit peu pendant un moment jusqu'à ce qu'on retrouve un petit peu notre ligne éditoriale et même en ayant des communautés qui grandissent comme ça, on a gardé des très bons taux d'engagement. Donc on a des communautés qui sont très engagées sur ces réseaux-là et ça contribue. Alors plus qu'en performance, qu'en termes de business, c'est difficile de mesurer directement ce que ça te rapporte. C'est vraiment plus en termes de préférence de marque, de branding qu'on utilise ces leviers-là. Ouais. Intéressant. Et ensuite, tu l'as dit tout à l'heure, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous faites aussi du offline? On fait du offline, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez testé et comment ça a marché?
Alors, on a testé un petit peu tout. Alors, il y a quelques années, on était assez opportuniste aussi sur le offline où tu avais t'as une espèce de marché où tu as des offres médias, on va dire, au rabais, des offres qui sont pas utilisées ou ce genre de choses. Mais je me souviens qu'on a fait on avait testé une campagne pendant la Coupe du Monde, campagne d'affichage pendant la Coupe du Monde de foot il y a 3 ans maintenant, qui avait très bien fonctionné. Qui a dû coûter cher. Mais justement, non, c'était justement sur ce type d'opportunité à l'époque. Mais on fait beaucoup d'affichage, urbain, d'affichage grand format, d'affichage digital. Et puis depuis 2 ans, alors ces campagnes pour nous, c'est essentiellement pendant la période d'été. C'est en termes on va dire Ça veut dire que tu prépares la rentrée? On prépare la rentrée, ça coûte moins cher d'annoncer au cœur de l'été que pendant les périodes de fête où c'est beaucoup plus encombré, même si ça reste, on va dire, notre période de pic principale. On se dit qu'en fait, ce qu'on arrive à faire l'été et les investissements qu'on met en août-septembre, on a une traction qui dure, un espèce d'effet halo qui dure quasiment jusqu'à novembre-décembre. Donc on arrive à porter ces efforts, portent leurs fruits jusqu'à la fin de l'année. Oui, et puis il y a quand même un truc dans cette industrie qui est intéressant, enfin tu vas me confirmer ou me contredire, mais c'est que c'est un business qui est presque autoporté parce que tu imprimes des photos que tu auras en permanence dans ton quotidien ou que tes proches auront dans leur quotidien. Oui, alors elles sont pas. Je vois une photo tous les jours, donc je me dis tiens, ce serait bien que je recommande des photos. J'en sais rien. Est-ce que ça? Oui, alors par exemple sur le business de la carte postale, par exemple, t'as du branding où t'as un logo La Lab ou un logo Feezer, par exemple. Donc t'as un branding permanent sur ce type de produit. Sur les autres produits, tu sais, enfin. À part si c'est toi qui les as imprimés, tu sais que tu les as imprimés chez la Lab. Mais effectivement, quand tu partages tes photos, un album photo, un produit avec ta famille, avec tes proches, il y a une espèce de sorte effectivement de tu restes en top of mind. Pas de branding permanent, mais ça te donne envie de recommencer. Restons sur la pub offline. Tu m'as dit donc de l'urbain, du digital. Vous avez fait de la pub télé? On a fait de la télé. Ça fait 2 ans qu'on fait de la télé. On a fait cet été. On en a fait l'été dernier. Ton insight? Dans plusieurs pays. Mon insight, non, pour moi, la télé, ça fonctionne. Ça fonctionne mieux, c'est bête ce que je vais dire, mais ça fonctionne mieux quand tu as beaucoup de budget. Non, mais la télé, il vaut mieux en faire. Enfin, ça dépend les budgets que tu as, mais il vaut mieux se donner les moyens de faire une vraie vague télé, quitte à ce qu'elle dure moins longtemps, mais que tu aies on va dire une espèce de répétition sur ta cible qui soit suffisamment importante pour pouvoir justement créer ce rappel. La télé, ça nous a permis de construire, enfin de vraiment de booster. On a fait des post-tests, mais de booster notre notoriété dans certains pays, un peu moins en France. Mais typiquement en Italie, quand on a fait ces campagnes télé, on a eu un énorme boost de notoriété dans ces pays-là. On l'a vu cette année sur ce marché-là. Bon, nous on n'est pas en fil rouge sur ces campagnes télé, donc Tu le maries avec d'autres opérations? On le marie avec on fait pour maximiser les touchés sur une audience. Média, voilà, okay. On fait en général, on fait de l'affichage digital et de la télé en même temps à la rentrée. Ce que tu appelles l'affichage digital, c'est digital urbain ou digital digital urbain. Digital urbain, okay. Ouais, tout à fait. Voilà, on a fait avant que j'arrive, Jérémy aimait bien faire des bannières derrière les avions là, le long des plages. C'était son grand truc de faire. Est-ce que ça marche ça? Et écoute, je me dis. Alors Jérémy était quand même drivé, je me souviens de l'épisode par le chiffre, et puis on se connaissait d'une vie précédente, mais. C'est vrai que c'était devenu un média un peu, on va dire, non traditionnel, puisqu'il n'y avait plus beaucoup de marques qui le faisaient. En tout cas, il avait l'air de dire que les résultats lors de ces opérations fonctionnaient bien. Mais non, nous, voilà, le offline, c'est essentiellement de l'affichage, de la télé. On a testé la radio cet été. On a également fait des tests à la radio avec une signature musicale.
C'est difficile, encore une fois, d'identifier d'où viennent tes users. On avait fait, je crois, des codes promo qui étaient dédiés aux différents supports médias. J'ai plus en tête les retours spécifiques sur la radio. J'ai fait un épisode intéressant. Alors, j'ai lancé, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore découvert, mais des épisodes qui s'appellent les catch-up, où je reçois des anciens invités et puis on reprend la conversation là où on l'a laissé. Et j'ai fait un catch-up il y a pas longtemps avec Thomas Hervé, le fondateur de Wopilo, tu sais, oreiller à mémoire de forme. Je viens d'en acheter un. Et alors, heureux? Très heureux, je dors mieux. Et on a fait un épisode où on a beaucoup parlé de pub télé, et c'est intéressant parce que ce que disait Thomas, en gros, c'est que tu as effectivement un pic, soit de commande au niveau de ta campagne, mais surtout, admettons que tu aies commencé base 100 avant ta campagne, après le pic, tu redescends à 120, et en fait, tu stacks de la commande, de la notoriété, et du coup, du repeat. Je suis d'accord avec ça. Après, ça, je pense que ça fonctionne quand ta marque est assez jeune et assez nouvelle. Je pense que l'impact de la télé, il est très fort au début. Quand tu as une marque qui est un peu en train d'émerger, quand tu as une marque qui est assez installée, en tout cas, moi, ce que j'ai vu à la fois chez La Lab et avant chez Le Cap, c'est que c'est difficile de faire des gros pics de trafic. Il faut vraiment... Est-ce que ton audience à toi, enfin ton persona, ton cœur de cible, il regarde la télé encore? Je pense qu'un peu... je pense que tout le monde continue, malgré tout ce qu'on croit, à regarder la télé. Pardon, je parle du flux continu, je sais pas qu'on appelle ça, parce qu'on regarde tous la télé certainement en replay encore pour... Mais non, mais je pense que... Alors moi, à titre personnel, je regarde de moins en moins la télé et j'ai effectivement l'impression que ma cible n'est pas là, mais je pense qu'on sous-estime un petit peu l'apport de ce média-là dans un mix média. Mais en tout cas, je pense que c'est dur aujourd'hui de faire des pics de trafic, même avec une campagne télé. À part citer encore une fois une nouvelle marque qui démarre, qui débute, où là, effectivement, tu vois des énormes, tu peux voir des énormes différentiels d'audience. Pour des marques installées comme la Lab, je pense qu'il faudrait qu'on travaille ça un petit peu différemment et plus en fil rouge tout au long de l'année, autour des temps forts, mais ça nécessite une approche, une stratégie, on va dire une stratégie média et surtout une gestion de ton budget qui est totalement différente. Nous, on a toujours privilégié la performance. Donc, le marketing à la performance, c'est vraiment... on veut, quand on dépense de l'argent, que ce soit sur l'acquisition en market, on veut que derrière, il y ait un ROI, on va dire direct, assez direct. Et donc, tout ce qui est construction de marque, développement de la notoriété, c'est resté pendant pas mal de temps assez secondaire. Aujourd'hui, ça redevient un enjeu. On veut construire une marque forte. On pense que, en tout cas, les gens qui ont qui expérimentent la Lab, que ce soit au travers d'une commande ou d'une communication, nos items de préférence de marque sont très forts. On score très très haut sur la préférence de marque. On va dire que nos clients nous aiment quand ils nous ont testés. Après, le gros enjeu, c'est comment se faire connaître davantage. Et ensuite le repeat sur tes clients conquis. Quand tu as une bonne expérience client et que derrière, tu mets les bons leviers en place au niveau de ton automation, des programmes qui tournent, des programmes anti-churn, des programmes post-commande, et puis que c'est un business qui est drivé par la promo, donc on a quand même des promos qui tournent constamment, assez souvent. Mais quand tu as une bonne expérience, que et c'est ça qui a fait aussi le succès de la Lab, c'est que les gens sont quand même, dans la grande majorité, très contents. Je dis pas ça parce que, mais on a des notes, par exemple, dans les App Store, on a des notes de 4,8 sur 5. Les apps ont raté 4,8 sur 5 depuis la nuit des temps. C'est un enjeu de garder en plus ce niveau de rating. C'est ça qui est très compliqué. Et l'enjeu, c'est surtout de le garder, on l'a vu cette année, mais de le garder pendant les pics. Cette année, ça a été malheureusement assez compliqué
pendant la période de fin d'année pour plein de raisons différentes. Du coup, on a vu effectivement un peu plus de friction, d'expériences dégradées. Mais malgré tout, en fait, au regard des volumes qu'on fait à ce moment-là, c'est sûr qu'on a toujours tendance à voir les commentaires négatifs en premier. Hein. On a toujours tendance à voir les choses qui remontent, qui vont pas, les problèmes. Mais derrière, en fait, c'est la proportion. En fait, c'est la proportion qui change. C'est-à-dire que quand tu as 95 ou 96% de commentaires positifs tout au long de l'année et que tu passes on va dire, d'un 96 à un 90, tu as l'impression que c'est terrible. Mais en fait, il te reste encore 9 personnes sur 10 qui te donnent de bonnes notes. Pardon ? Qui sont satisfaites du service et qui te donnent des bonnes notes. Voilà. Donc oui, l'enjeu, c'est de garder cette bonne expérience et essayer de la conserver lors de ces gros volumes d'activité. C'est ça, nous, l'enjeu de notre business. C'est vraiment comment est-ce qu'on maintient cette qualité de service quand il y a un énorme volume de commandes. Est-ce que... question un peu random sur le sujet du coup, mais est-ce que tu mesures sur l'activité et le business un baisse d'activité par exemple quand il y a une baisse de tes notes? Alors c'est ce qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder. En fait, on a un repeat. Nous, on a un repeat à 3 mois qui est sur un nouveau client qui est effectivement impacté. On le voit cette année. Donc il y a une corrélation, tu vois que ta note baisse un petit peu. Notre taux de repeat, on va le voir là, mais notre taux de repeat il va baisser parce que potentiellement les clients qui sont arrivés, les cohortes de clients qui sont arrivés cet hiver, qui n'ont pas eu la meilleure expérience, le taux de repeat il va baisser. On l'a vu historiquement sur des périodes où il y a eu quelques petits bugs. Quelques petits problèmes, le taux de repeat à court terme il a tendance à baisser un petit peu, mais après après ça se stabilise, et puis de toute façon c'est 4,8 en tout cas en note, c'est juste incroyable. Ouais, c'est bien, mais en fait tu vois que t'as des effets de cohorte sur le repeat. Tu vois que les périodes où tu as eu des problèmes où tu as eu des bugs, où t'as pas été capable de livrer à temps, tu vois que ton repeat, que ça soit ton repeat à 3, 6, 9, 12 mois, il baisse. Mais ce qu'il faut, c'est que dans le temps, il continue, qu'il stabilise ou qu'il continue d'augmenter un petit peu. Je suis sûr, en tout cas, le Play Store, Android du coup, mais effectivement, 7 notes, donc 4,8 sur 92 300 avis, c'est juste exceptionnel. Et ce qui est marrant, c'est que d'habitude, on voit les notes, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, avec une courbe, disons, en croissance. Là, il y a 1, 2 très faible, et puis bim, 5 qui occupe presque tout le... Ouais, c'est en fait la grande majorité des gens qui testent notre service sont hyper contents à la fois de la qualité des produits, de l'expérience de manière générale. Je vois des réponses à presque toutes les... Et après, ce qui est compliqué, c'est que souvent, dans ces notes des stores, les gens qui notent mal, c'est plus lié à une expérience de livraison ou un retard sur la livraison qu'à une expérience avec l'application. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as une mauvaise note ? Et tu réponds, il faut répondre tout le temps. Ouais. Il faut se forcer à prendre contact avec le client, à répondre. Nous, on a une politique, encore une fois, historiquement, chez Lab, on essayait de transformer justement une mauvaise expérience en bonne expérience. On renvoyait beaucoup de produits. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans la majeure partie des cas. On veut pas rester sur une mauvaise expérience. Donc on est très généreux, on a un service client qui est très généreux avec nos clients. Après, ce qui est compliqué, c'est que les gens laissent ça. En général, t'es pas content. T'as une expérience, t'as un échange avec le service client. Souvent derrière, ça se passe bien. Mais par contre, les gens vont pas forcément... Tu leur demandes de changer leur note ? Non, on leur demande pas de changer leur note. C'est pas quelque chose qu'on fait. Tu pourrais tout à fait dire, si jamais nous avons résolu votre problème, n'hésitez pas. En tout cas, on n'a pas de politique de absolument demander, va recontacter ce client pour lui demander. Non,
c'est plutôt, on espère qu'il va le faire. Ça doit venir de lui. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Mais ce qui est important, c'est de répondre. Hein. C'est de répondre. Ce qui est compliqué, voilà, dans les périodes de pic, c'est effectivement, nous on s'en est rendu compte cette année. Il faudrait qu'on ait un service client qui soit hyper agile, qu'on soit capable d'onboarder 20 personnes de plus pendant 3 semaines. Et derrière, quand tu as ton activité pendant 4-5 mois qui tourne, qui est plus calme. Donc c'est ça, nous, le gros enjeu, c'est comment est-ce que tu arrives à te staffer, à t'organiser. Enfin, on l'a vraiment vu cette année. Hein. Autant les 2 dernières années, on arrivait à tenir le cap. Alors cette année, il y avait des circonstances un petit peu exceptionnelles, encore une fois, à cause de ce qui s'est passé, de la pandémie et honnêtement des services postaux qui étaient un peu en surcapacité. Mais l'enjeu, c'est de maintenir ta qualité tout au long de ta chaîne. Et c'est la même chose au niveau du service client. Hein. Quand tu as énormément de demandes d'un coup, il faut être capable de trouver des solutions pour avoir des délais de première réponse qui sont satisfaisants, pour avoir des délais de résolution de tickets qui sont satisfaisants. Donc ça, c'est un peu tous les enjeux qu'on a cette année, les choses qu'on va résoudre cette année. Dernière question, après je passe à la suite, ou à la fin d'ailleurs, ça fait déjà un bout de temps qu'on se parle, c'est super, c'est hyper intéressant. Je faisais de la promo mobile dans une autre vie. Alors c'est 2013-2014, j'avais une boîte qui s'appelait 365 Apps qui faisait de la promotion d'applications gratuites sur Android, qui est sur le même modèle que un Free App a Day ou que App gratuite à l'époque. Il y avait un réel enjeu d'activation de téléchargement. Donc on avait une déperdition de gens qui téléchargent une application parce qu'on leur fait de la promo, mais ensuite ne l'ouvrent pas ou n'y vont même pas. Et c'était... à l'époque, je crois que les standards marché, c'était assez impressionnant. C'était genre 25% de gens qui avaient téléchargé des apps, mais ne les ouvraient pas. Comment est-ce que vous faites, vous, pour faire de l'activation? Mon point est là, l'activation nouvel utilisateur. Nous, on n'a pas du tout cette problématique-là. Non, mais c'est vrai. Mieux. C'est déjà au niveau de la manière dont on gère notre acquisition. On est, on va dire, tellement héroïste sur les campagnes que dès en fait, on a un retour très rapide. Nous, quand l'app est téléchargée, les gens convertissent très vite. Okay. Donc, une fois qu'elle est téléchargée, les gens en général achètent très rapidement dans les 2-3 jours où l'appli est téléchargée. Donc, on est capable d'ajuster nos campagnes, nos visuels de campagne, okay, etc., et nos investissements très rapidement. Mais du coup, on n'a pas. Alors, il y a évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui téléchargent et qui derrière ne consomment pas. Il y a une grosse partie d'utilisateurs qui ne sont pas activés, mais au moins, en général, on le sait très rapidement après le téléchargement. Après c'est presque du temps réel d'optimisation de vos campagnes, enfin du temps réel à 3 jours. Ouais, voilà, mais on a aussi de l'automation en place pour donner un code promo, comme beaucoup de personnes le font, mais si t'as pas acheté au bout de 6-7 jours, tu reçois un petit code, c'est même plutôt que ça, mais tu reçois un code promo, mais c'est pas on n'a pas des gros enjeux d'activation. Ok, j'entends. On a des enjeux de repeat, parce que c'est quand même un business où il y a une grosse saisonnalité, hein. On a, je crois que nos utilisateurs commandent en moyenne à peu près 1,5-1,6 fois par an. Et donc, ça reste... les gens viennent. On a beaucoup d'acheteurs qui viennent que pendant la période de Noël ou que pendant le retour de vacances. Donc, le gros enjeu, c'est comment tu les fais revenir plus souvent. Donc, justement, on parlait de la nouveauté produit, des nouvelles features, des nouveautés dans tes apps. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est pas sur l'activation de user. Super. Je prends un tout petit peu de hauteur pour essayer de bien lister ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. T'as récupéré la boîte, une quinzaine de millions, vous êtes à 25, vous avez presque fait un x2, vous êtes passé d'une petite quinzaine d'employés à presque 50 aujourd'hui, avec beaucoup de 100 nouveaux en tout cas. Tu me disais que en préparation, vous avez accueilli rien que 25 personnes, par exemple cette année. Enfin, rien que cette année, vous avez accueilli 25 personnes sur les 50 que vous avez, donc c'est une belle croissance.
Les leviers qui t'ont permis de faire cette croissance étaient autour du produit et de l'innovation produit, des features dans l'application, de l'influence que vous maîtrisez maintenant très très bien, mais qui était nouveau à l'époque, sur lequel vous performez super bien. Vous faites toujours de l'acquisition en paid sur les réseaux sociaux et sur Google. Beaucoup sur Google. Cette année, on a shifté pas mal d'investissements effectivement sur Google et d'ailleurs, on était beaucoup plus iOS first et on est passé. Il y a eu beaucoup de recrutement, beaucoup d'acquisitions sur Android cette année. Ok. Parenthèse, mais ça fait. On est le 9 février au moment où on enregistre cet épisode qui sortira fin février, j'imagine. Il y a Clubhouse. Qui cartonne, dont tout le monde parle. Le monde entier parle depuis quelques semaines, quelques mois, mais qui est toujours que sur iOS. Et c'est marrant qu'en 2021, tu vois, il y a encore des startups qui fassent ça. Alors c'est intéressant. Je sais pas quel enseignement tirer, que les influenceurs sont toujours plus sur iOS qu'Android. Alors je pense que c'est je sais pas, je pense que ça doit être lié je sais pas si c'est lié aux fonctionnalités de ta caméra, des vidéos. Je savais pas, hein. Personnellement, je savais pas que Clubhouse est que sur iOS et n'est pas sorti sur Android, je veux dire, n'est pas sorti sur Android et le monde entier en parle en ce moment. Elon Musk et le fondateur de Twitter, faut que font des espèces de confs sur Clubhouse qui n'est toujours pas sur Android. Bref. Je ferme la parenthèse. On a parlé de offline, hyper intéressant. C'est bon pour la notoriété. C'est pas forcément générateur de pics d'audience, mais c'est bien cumulé à d'autres campagnes en même temps. Tu l'as dit, hein, vous faites du multi-touché, On fait du multimédia, quoi. Multimédia, ouais. Du cross-média. Tu es dans un business de promo, donc hyper intéressant d'utiliser soit pour de la conquête et de l'activation, soit pour de la réactivation et du repeat, les leviers de la promotion produit. Et enfin, intéressant, on a parlé de l'enjeu de la qualité de service et des notes, et du coup de la corrélation parfois avec le repeat, justement. C'était top. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu, avant de clore cet épisode, de direction générale de l'entreprise, du coup. Je l'ai dit, toi, c'est la première fois que tu occupes un poste de DG, quand tu arrives fin 2017, début 2018. Tu étais directeur marketing avant de plusieurs boîtes. Tu arrives dans une société qui existe, qui tourne. Quels ont été les enjeux de cette prise de poste et du coup de la découverte de ce poste? La difficulté, c'est d'arriver dans une entreprise. Enfin, c'est à la fois la difficulté et la satisfaction, mais c'est d'arriver dans une boîte qui marche très bien. Et du coup, la difficulté, c'est de continuer à la faire perdurer et à délivrer autant de résultats. Et après, ce qui est difficile, ce qui a été difficile dans mon cas, c'est que je pense que c'était aussi avec le départ des fondateurs un peu la fin d'un cycle. Donc il y a eu en tout cas les équipes on va dire existantes, quand je suis arrivé, il y a eu pas mal de départs, donc il a fallu rapidement. Oui, assez rapidement. Quel est en un an, ça s'est fait sur un an, un peu plus d'un an, il y a eu peut-être 90% des effectifs qui sont partis. Donc ça, déjà, à titre personnel, c'est pas évident. C'est pas forcément facile à vivre. Donc il y a beaucoup de remises en question. Ça correspondait au rachat par Parc La Fontaine, ouais. Tout à fait. Et puis au départ c'est pas lié à ta personne, je veux dire, c'est un environnement lié qui change. À ma personne aussi. Okay. Mais en tout cas, c'était la fin d'un cycle. Voilà, c'était forcément lié à une personne, puisque tu as une nouvelle personne qui arrive, qui connaît pas le business aussi bien que le fondateur de la boîte. Donc voilà, un autre style, une autre style approche de management, une autre approche. Donc c'est forcément aussi lié à ça. C'est évident. Mais du coup, après, il faut reconstruire. Il faut reconstruire les équipes. Il faut conserver l'ADN, conserver les valeurs et les valeurs de la boîte. Enfin, il faut garder un petit peu la sauce secrète qui a fait le succès de la boîte. Et après, il faut
il faut développer des nouvelles choses, il faut innover en termes de management, de process, d'outils. Donc nous, on a fait un travail qui a démarré, on va dire un petit peu tard, mais ça a été, en fait ce qui est difficile quand tu as beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, c'est de réussir à unir un petit peu tout le monde, à les fédérer autour d'une vision commune, de valeurs communes. Donc pendant longtemps, on essayait de les fédérer autour des anciennes valeurs et de l'ancienne vision et de l'ancienne mission, mais en fait, tu te rends compte que tu dois co-construire quelque chose avec eux. Et tu dois les embarquer autour d'un projet commun. Donc ça, on a peut-être un petit peu sous-estimé cette partie-là, mais en tout cas, on a refondu les valeurs de la Lab. On a revu notre vision, notre mission. C'est intéressant. Tu t'es fait accompagner sur le sujet? Non, on l'a fait. Alors, on a fait pas mal d'ateliers en interne, des ateliers qui ont démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et après, on les a fait en interne et avec une personne avec qui on bosse, mais qui est freelance pour nous, qui fait pas mal de contenu. Non, elle fait plus du contenu, de la rédaction, mais elle est hyper créative. Et surtout, on a fait ces ateliers, donc on les a vraiment coécrits avec les équipes. Pour les sonder, pour avoir leur ressenti justement autour des différentes choses qui les animaient. Et là, justement, on vient de sortir il n'y a pas longtemps notre nouveau set de valeurs qui a été plutôt très bien perçu, mais ça, c'est hyper important de garder, en tout cas de réussir à fédérer les gens autour d'une vision commune. C'était quelque chose qui manquait. Et puis après, je pense aussi dans nos process et dans nos façons de travailler, tu avais des choses qui fonctionnaient avant avec les anciennes équipes qu'on a essayé de conserver, mais tous les outils collaboratifs, il a fallu revoir un petit peu la façon dont on utilisait nos outils collaboratifs. On a failli perdre, nous on utilisait un outil comme Asana par exemple, je ne sais pas si tu connais Asana, sur la gestion de projet, et à un moment on a failli perdre. Il y avait certaines personnes qui voulaient pas, qui comprenaient pas la valeur ajoutée de cet outil-là, et on a une personne qui est arrivée qui était très fan des process et des outils, et qui adorait cet outil-là, et qui a réussi à réembarquer tout le monde justement autour de l'utilisation de cet outil-là, et ça a été vraiment un game changer dans la façon dont les équipes ont réussi à collaborer au fur et à mesure qu'on grandissait. Et je pense que ça a été les process, les outils que tu mets en place. Il n'y avait pas, par exemple, de bibliothèque de savoir, de partage de connaissances. Tout ça aussi, on a mis en place le partage de connaissances. Donc il faut aussi revoir tes façons de travailler, tes façons de collaborer, travailler ensemble, et ça c'était même avant le confinement, hein. Et heureusement qu'on a fait ça d'ailleurs avant le confinement, ça nous a servi beaucoup. Mais voilà, ça je pense que c'était... Vous bossez en physique, avant le confinement On avait déjà un petit peu de télétravail, mais c'était vraiment limité. Mais en tout cas, on avait déjà tous les outils et la façon de travailler à distance. On était déjà suffisamment agile pour ça. Donc ça n'a pas été très compliqué de se lancer, on va dire, quasiment en full remote, ou en tout cas sur un modèle hybride. Après, ce qui est plus difficile, c'est ce qui se passe en dehors du travail. Non, mais c'est ça, et c'est pour ça que je pose la question. C'est que construire ta vision, tes valeurs fédérées, sans la machine à café, tu vois, c'est bête, mais c'est dur, quoi. C'est pas évident. C'est ça qui est le plus compliqué, et plus ça dure, plus cette période-là dure, plus c'est compliqué. Donc après, tu mets en place beaucoup d'événements, de happiness, de choses. On a la chance, on a été aussi, je trouve, plutôt bon là-dessus, vraiment de mettre en place pas mal de choses pour réunir les gens, même de façon digitale. On s'est forcé à le faire, mais on l'a fait. Mais voilà, tu te rends compte que même en faisant tout ça, c'est dur de maintenir le même
engagement digital. Enfin, je veux dire, être engagé dans un Slack qui devient ton bureau virtuel, c'est pas évident de garder de garder cet engagement sur la durée. Donc après, il faut des équipes aussi qui s'auto-motivent quelque part. Mais c'est vrai que c'est une période assez challengeante en termes de management des équipes, on va dire. C'est pas facile. J'entends, je comprends. Romain, merci infiniment. C'était top. On a abordé beaucoup de sujets, mais j'ai bien aimé surtout prendre un peu de hauteur à la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021, qui est déjà entamé, mais qu'est-ce que tu as comme objectif? Je vais être papa dans quelques mois. Ah, génial, félicitations. Première fois? Première fois. Ben, félicitations. Garçon, fille? Un petit garçon. Génial. Donc déjà, ça sera déjà pas mal pour 2021. Ouais. Et puis après continuer à progresser. Je pense que la route est longue, hein, même quand tout fonctionne bien. Ce sont des routes qui sont longues. Ça se fait pas. Toujours de la croissance en 2021? Toujours de la croissance en 2021. J'espère Quel autant. Quel est l'objectif posé? On a des objectifs de croissance à 2 chiffres. Ça fait 4 ans qu'on fait des objectifs, qu'on fait entre 15 et 25% de croissance. Cette année, on sait que ça va être plus difficile parce que dans la photo, là, ça fait un moment que les gens se réunissent plus, partent plus en vacances, donc il y a moins de photos qui sont prises. Ouais, je comprends. Ouais. Donc là où le premier effet confinement a été très positif sur notre business, puisque les gens prenaient le temps d'imprimer les photos qu'ils n'avaient pas pris le temps de faire avant. Là, c'est plus compliqué parce qu'ils ont moins de choses à imprimer. Moins de stock, en fait. Quoi. Voilà. Okay. Donc, non, de la croissance, de la rentabilité, du bien-être au niveau des équipes. C'est vrai que là, par exemple, on a mesuré, on utilise un outil comme Bloom at Work pour faire des petits sondages. Et je crois qu'il y avait un taux d'épanouissement des équipes de 8,8 ou 8,9 sur 10. Donc malgré cette période, les équipes restent, en tout cas, ont l'air d'être épanouies chez la Lab. Donc si on pouvait continuer comme ça serait top. Formidable. Romain, merci infiniment et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité. À très bientôt. Salut Romain. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.